Bienvenue à toi qui me regarde, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à la genèse d'un monde issu de 5 œuvres. Les 5 œuvres sont 1984 de George Orwell, La ferme des animaux de George Orwell, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, Retour au meilleur des mondes d'Aldous Huxley et La vague. La vidéo va être découpée en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter Aldous Huxley et sa famille, et avec George Orwell, et dans un deuxième temps, on va venir à la lecture de certains passages des ouvrages. Il faut donc savoir certains points pour avoir des bases. Aldous Huxley appartenait à la haute bourgeoisie anglo-saxonne. Cette bourgeoisie en question était pro-gouvernement mondial, pour l'eugénisme et la sélection de l'être humain. Il avait également un frère qui s'appelait Julian Huxley, et en 1946, il fut le premier président de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Sur leur site, on peut voir comme slogan « Construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes ». Donc il formate les esprits pour une pensée universelle. Comme disait Hitler, celui qui contrôle la jeunesse contrôle le monde de demain. Ou encore il y a une citation qui dit « Celui qui contrôle le monde présent contrôle donc le passé, l'histoire du passé, et a le crayon en main pour écrire celle du futur ». Julian Huxley est également le fondateur du WWF, créé pour diviniser la nature en mode de New Age et faire de la nature Gaïa. L'idéologie de Gaïa, terre-mère, vient des Grecs, la terre serait vivante. Les Gaïens sont contre le nationalisme, ils visent une appartenance globale en une communauté de toutes les créatures qui constituent Gaïa. Et le premier président du WWF, c'est le mari de la reine des Pays-Bas de l'époque, qui était la reine Juliana. Son mari s'appelait le prince Bernard, qui fut également le premier président du Bilderberg. Quant à Andrew Fielding Huxley, le demi-frère de Aldous Huxley et de Julian Huxley, c'est un biophysicien et physiologiste anglais, lauréat en 1963 avec John Cary Eccles et Alan Lloyd Hodgkin du prix Nobel de médecine et de physiologie pour son rôle dans la découverte des mécanismes ioniques de la transmission nerveuse. Le système nerveux, qui est composé de neurones, environ 100 milliards dans le cerveau humain, ont pour fonction de transmettre un message nerveux. Au niveau de la fibre nerveuse, le message se propage. Le message nerveux est l'ensemble des informations qui transitent de cellules nerveuses en cellules nerveuses. Et ce message est de nature électrique. Et c'est ce genre d'avancée qui plaît aux pro-mondialistes, qui emmène les humains vers le transhumanisme, notamment à travers la proposition bientôt d'une puce neuronale qui permettra aux gens pucés d'acquérir des connaissances et peut-être même de se connecter au réseau. Passons maintenant à George Orwell. Nom de plume, Eric Arthur Blair. La famille Blair est étroitement liée à l'impérialisme britannique. Il paraît que George Orwell, d'après certains articles, notamment Le Monde, Le Figaro, mais pas que, qui sont sortis bien après, qui travaillait pour le Foreign Office, qui est le bureau des affaires étrangères et du Commonwealth, qui est le département exécutif du gouvernement britannique chargé des affaires étrangères, de la construction européenne et des relations avec les pays membres du Commonwealth. D'autres disent que ces révélations ont été élaborées afin d'œuvrer au boycott de George Orwell. Orwell qui était ancré de base dans les sphères des élites, pro-nouvel ordre mondial, et qui a réussi finalement à s'en tirer et à être diamétralement opposé à celle-ci au long de sa vie. On va maintenant passer à la partie 2 de la vidéo, c'est-à-dire la lecture de certains passages des ouvrages. On va commencer par le livre Retour au meilleur des mondes de Aldous Huxley. Page 9. L'abolition du libre arbitre par conditionnement méthodique, la servitude rendue tolérable par des doses régulières de bonheur chimique provoquées. Page numéro 11. Bien sûr, une guerre nucléaire rendrait dérisoire toutes les prédictions. Mais si nous admettons pour le moment que les grandes puissances peuvent s'abstenir de nous anéantir, il semble maintenant que l'avenir a des chances de ressembler au meilleur des mondes plutôt qu'à 1984. Aldous Huxley avait plus une vision biologique que technologique, normale par rapport à l'époque où il vivait. À l'heure d'aujourd'hui, on pourrait dire nous qu'on a entre ces deux œuvres-là, 1984 du côté de la dictature technologique et le meilleur des mondes du côté de finalement l'évolution de la biologie et tout. Page numéro 12. La gestion en éprouvette et le contrôle central de la reproduction ne sont peut-être pas choses impossibles. Page 15-16. Surpopulation. Épuisement des sols au rythme d'accroissement existante entre la naissance du Christ et la mort de la reine Élisabeth Ier. Il avait fallu 15 siècles à la population de la Terre pour doubler. Au taux actuel, il lui faudra moins de 50 ans. Là, il aborde la surpopulation au niveau de la planète. Page 23. Un état de crise continue justifie le contrôle continu de tout et de tout le monde par les agents du gouvernement. On pourrait relier ça avec la loi martiale ou encore avec l'état d'urgence par rapport à la France, mais un état d'urgence qui sera encore plus poussé demain. Page 24. Différence de qualité avec des races supérieures et d'autres inférieures. On arrivera à ces différences de qualité quand il y aura le clonage,
face à nous, les humains, nés naturellement, non modifiés. Et à partir de là, on pourra dire justement que nous, on est des porteurs de virus et finalement qu'on a un danger pour la planète par rapport à cette race pure qui arriverait après. Page 27. Réflexion sur le surpeuplement. Exemple. Nous débarquons dans une île tropicale ravagée par la malaria et avec l'aide du DDT, nous sauvons des centaines de milliers de vies en 2 ou 3 ans. Mais ces centaines de milliers d'êtres ainsi sauvés et les millions d'autres qu'ils vont engendrer ne peuvent pas être convenablement habillés, logés, instruits, voire même nourris, et avec les ressources de l'île. Le progrès de la médecine, mais aussi l'incapacité à nourrir tout le monde. La mort rapide due à la malaria a été supprimée, mais une existence rendue misérable par la sous-alimentation et le surpeuplement est maintenant la règle, et une mort lente, par inanition, guette un nombre de plus en plus grand d'habitants. Page 29. Que l'on ne peut guère s'attendre à voir la démocratie s'épanouir dans les sociétés où le pouvoir politique et économique est peu à peu concentré et centralisé. Page 30. À mesure que les petits disparaissent, la puissance économique en vient à être concentrée entre des mains de moins en moins nombreuses, c'est-à-dire celui d'un groupe peu nombreux de chefs politiques et de soldats, policiers, fonctionnaires exécutant ces ordres. Dans une démocratie capitaliste comme les USA, elles sont sous la coupe de ce que le professeur C. Wright Mills a appelé l'élite du pouvoir. Cette dernière emploie plusieurs millions des travailleurs de la nation dans ses usines, bureaux ou magasins, en contrôle de nombreux autres millions en leur prêtant de l'argent pour acheter ses produits et, par l'intermédiaire des organes d'information qu'elle possède, influence les pensées, les sentiments, les actions dans la quasi-totalité. Pour parodier la phrase de Winston Churchill, jamais tant d'hommes n'auront été manipulés par aussi peu. Page 39. Celle qui est décrite dans le meilleur des mondes est une société mondiale dans laquelle la guerre a été éliminée et où le premier but des dirigeants est d'empêcher à tout prix leur sujet de créer des désordres. Ils y parviennent, entre autres méthodes, par la légalisation d'un degré de liberté sexuelle rendu possible par l'abolition de la famille, qui garantit pratiquement les populations de toute forme de tension émotive destructrice ou créatrice. Page 42. Cette réviviscence sera rendue plus acceptable que l'original par quelques commodités tirées du meilleur des mondes, comme le conditionnement prénatal, l'hypnopédie et l'euphorie chimique. Mais pour la majorité des hommes et des femmes, ce sera encore une sorte de servitude. Page 43. Jefferson a écrit « Les doctrines européennes posaient que les hommes en associations nombreuses ne peuvent être restreints dans les limites de l'ordre et de la justice, si ce n'est par des forces physiques et morales que déploient au-dessus d'eux des autorités indépendantes de leur volonté. Nous, fondateurs de la nouvelle démocratie, nous croyons que l'homme est un animal raisonnable, doté par la nature de droit ainsi que d'un sens inné de la justice, que l'on peut empêcher de nuire et confirmer dans le bien au moyen de pouvoir modérer, confié à des personnes de son propre choix et maintenu dans leur devoir par une dépendance à l'égard de sa volonté. » Page 48. Il est vrai que Jefferson était également réaliste. Il savait, par une amère expérience, que la liberté de la presse peut conduire à de honteux abus. Présentement, a-t-il déclaré, on ne peut rien contre de ce que l'on lit dans les journaux. Pourtant il assurait, et nous pouvons l'approuver, dans les limites de la vérité, la presse est une noble institution, également amie des sciences et des libertés civiles. En un mot, l'information des masses n'est ni bonne ni mauvaise. C'est simplement une force, et comme n'importe quelle autre, elle peut être bien ou mal employée. Dans le premier cas, la presse, la radio, le cinéma sont indispensables à la survie de la démocratie. Dans le second, elles sont parmi les armes les plus puissantes de l'arsenal des dictateurs. Page 49-50. Dans ce domaine, comme dans presque tous ceux de l'entreprise humaine, les progrès techniques ont lésé les petits et favorisé les gros. Il y a 50 ans encore, tous les pôles démocratiques pouvaient s'enorgueillir du grand nombre de leurs petits quotidiens locaux, où des milliers d'éditoriaux exprimaient des milliers d'opinions indépendantes. Ici ou là, presque tout un chacun parvenait à faire imprimer pratiquement n'importe quoi. Aujourd'hui, légalement, la presse est encore libre, mais la plupart des petits journaux ont disparu. Page 51. Seuls les vigilants peuvent espérer se gouverner effectivement eux-mêmes par les procédures démocratiques. Page 52. Une société dont la plupart des membres passent une grande partie de leur temps, non pas dans l'immédiat et l'avenir prévisible, mais quelque part dans les autres mondes inconséquents du sport, des feuilletons, de la mythologie et de la fantaisie métaphysique, aura bien du mal à résister aux empiètements de ceux qui voudraient la manipuler et la dominer. Page 59. On peut relier ce passage à la psychologie des foules, à l'effet justement incontrôlable, parfois idiot des foules. La lecture est une activité non pas collective, mais privée. L'écrivain ne s'adresse qu'à des individus assis chez eux, dans un état de sobriété normale. L'orateur parle à des masses déjà bien contaminées par le poison grégaire, elles sont à sa merci, et s'il connaît son métier, il peut faire d'elles ce qu'il veut. Page 64.
Pour que la démocratie puisse survivre, il faut que les majorités sachent faire des choix réalistes, à la lumière d'informations adéquates. Une dictature, par contre, se maintient en censurant ou en déformant les faits, en faisant appel non pas à la raison ou l'intérêt bien compris, mais aux passions et aux préjugés, aux puissantes forces cachées, comme Hitler les appelait, présentes dans les profondeurs inconscientes de tout esprit humain. Page 69. Nous n'achetons plus des oranges, mais de la vitalité. Nous n'achetons plus une voiture, mais le prestige. Page 70. Dans tous les cas, l'analyste en motivation a trouvé une crainte ou un désir profond dont l'énergie peut être utilisée pour amener le consommateur à dépenser de l'argent et par là, indirectement, à faire tourner les rouages de l'industrie. Page 72. Pour la plupart des gens, la musique est attrayante en elle-même. De plus, les airs ont tendance à se graver dans l'esprit de l'auditeur qu'ils peuvent hanter une vie durant. Mais mettez les paroles sur un air entraînant et facile à retenir, aussitôt elles acquièrent une puissance étonnante et qui plus est, elles viendront à se répéter automatiquement chaque fois que la mélodie sera entendue ou spontanément remémorée. Page 73. Grâce à l'instruction obligatoire et aux presses rotatives, le propagandiste a pu, depuis bien des années, faire parvenir son message pratiquement à tous les adultes de tous les pays civilisés. Aujourd'hui, avec la radio et la télévision, il est en mesure de communiquer même avec les grandes personnes incultes et les enfants qui ne savent pas encore lire. Comme on pouvait s'y attendre, les jeunes sont extrêmement sensibles à la propagande. Ignorants du monde et de ses usages, ils sont absolument sans méfiance. Leur esprit critique n'est pas encore développé, les plus petits n'ont pas encore atteint l'âge de raison et les plus âgés n'ont pas acquis l'expérience sur laquelle leur faculté de raisonnement nouvellement découverte pourrait s'exercer. Page 74. Dans mon enfance, on nous apprenait à chanter de petites rengaines sans grand sens ou dans les familles pieuses des cantiques. Aujourd'hui, les petits gazouillent de la publicité chantée. Page 75. Plus on est nombreux, plus notre vote perd de la valeur. Les candidats qui ont reçu les voix sont loin au sommet de la pyramide du pouvoir. En théorie, ils sont les serviteurs du peuple, mais en pratique, ce sont eux qui donnent les ordres et c'est le peuple souverain, tout en bas du grand édifice, qui doit obéir. Page 83. Se tournant une fois encore vers Pavlov, il apprendra que, en approchant du point de rupture définitive, le sujet devient anormalement sensible à la suggestion. Alors qu'il est près de la limite de son endurance cérébrale, il est aisé de lui faire adopter de nouveaux comportements et qui semblent être indélébiles. L'animal, chez qui on les a implantés, ne peut être déconditionné. Ce qu'il a appris sous l'étreinte de l'agression reste partie intégrante de son être. Page 85-86. Nous possédons des descriptions détaillées des méthodes employées par la police communiste pour le traitement des prisonniers politiques. Dès l'instant où elle est enfermée, la victime est systématiquement soumise à de nombreuses sortes d'agressions physiques et psychologiques. Mal nourrie, maltraitée, ne pouvant dormir que quelques heures par nuit, elle est maintenue dans un état croissant d'anxiété, d'attente et d'appréhension cruelle. Jour après jour, ou plutôt nuit après nuit, car ces policiers pavloviens connaissent la valeur de la fatigue pour intensifier la suggestibilité, le détenu est questionné, souvent des heures durant, par des enquêteurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour l'effrayer, le troubler et le dérouter. Après quelques semaines ou quelques mois de ce traitement, son cerveau se met en grève et il avoue tout ce que ses geôliers veulent. Encore une fois, parallèle avec 1984, le passage où il est prisonnier avec les autres dans une petite pièce. Page 91. Dans le meilleur des mondes de ma fable, il n'y avait ni whisky, ni tabac, ni héroïne, ni cocaïne de contrebande. Les gens ne fumaient pas, ne buvaient pas, ne priaient pas, ne se piquaient pas. Quand l'un d'eux se sentait déprimé ou mal à l'aise, il avalait une ou deux pilules d'un composé chimique appelé soma. Le soma que lui décrit pourrait aujourd'hui être notamment des antidépresseurs quand on voit que les gens dès qu'ils se sentent mal prennent un antidépresseur ou tout type de médicament, finalement le cartel pharmaceutique. Page 104. Dans une pareille ambiance, l'annonce de l'application pratique des expériences de Potzel, sous forme de projection subliminale, ne pouvait manquer d'éveiller les amuseurs de la masse professionnelle. En effet, le nouveau procédé semblait fait pour eux, son but étant de manipuler les esprits sans qu'ils puissent s'en douter. Au moyen de tachystoscopes spécialement conçus, des mots ou des images seraient projetés pendant 1/1000 de seconde ou moins sur les écrans de la télévision et de salles de cinéma pendant, non pas avant ou après, mais pendant le programme. Page 111. Parce que tout cela est encore à une distance rassurante dans l'avenir, nous pouvons sourire, mais dans 10 ou 20 ans d'ici, la chose nous paraîtra sans doute beaucoup moins drôle, car ce qui est aujourd'hui du domaine de la fiction scientifique sera devenu une réalité politique. Potzel a été l'un des présages que j'ai négligé en écrivant Le meilleur des mondes. Il n'y a aucune allusion à la persuasion subliminale dans ma fable, et c'est là une omission que je corrigerai certainement si je devais réécrire le livre aujourd'hui. Page 112. Vers la fin de l'automne 1957, Woodland White Camp, établissement pénitentiaire à Tulare County en Californie, fut le théâtre d'une expérience curieuse et intéressante. Des haut-parleurs miniatures furent placés sous les oreillers d'un groupe de prisonniers qui s'étaient offerts à tenir le rôle de cobayes psychologiques. Chacun des appareils était relié à un phonographe dans le bureau du directeur. Toutes les heures, pendant la nuit, un murmure édifiant répétait une brève allocution sur
les principes d'une vie conforme à la morale. En s'éveillant à minuit, le détenu pouvait entendre cette petite voix exalter les vertus cardinales ou murmurer au nom de ce qu'il y avait de meilleur en lui-même. En mon âme et conscience, je suis empli d'amour et de compassion pour vous. Aldous Huxley met en lien ce passage avec celui qu'il avait écrit dans Le meilleur des mondes sur l'hypnopédie. Page 118. L'auteur souligne qu'il existe une différence importante entre le sommeil léger et le sommeil profond. Dans le second cas, l'électroencéphalographe n'enregistre aucune onde alpha alors qu'elles apparaissent dans le premier. Et, vu sous cet aspect, on peut dire que le sommeil léger est plus proche des états de veille et d'hypnose où elles sont présentes que du sommeil profond. Page 122-123. Il y a quelques années, à l'hôpital du Massachusetts, une équipe de chercheurs fit une série d'expériences des plus révélatrices sur les effets analgésiques des placebos. Il s'agit d'une substance quelconque que le malade croit efficace, mais qui est en réalité tout à fait neutre au point de vue pharmaceutique. Les sujets étaient 162 malades que l'on venait juste d'opérer et qui souffraient énormément. Chaque fois que l'un d'eux réclamait un remède pour le soulager, on lui faisait une piqûre soit de morphine, soit d'eau distillée. Tous, à un moment ou à un autre, reçurent des injections des deux. Environ 30% des patients n'éprouvèrent jamais aucun effet du placebo, mais par contre 14% furent soulagés après toutes les piqûres d'eau distillée. Les 55% restants éprouvèrent des résultats tantôt positifs, tantôt négatifs selon les occasions. En quoi ces groupes se distinguaient-ils les uns des autres? Des études approfondies et minutieuses révélèrent que ni l'âge ni le sexe ne jouent un rôle important. L'intelligence, évaluée d'après le test classique, non plus. C'est essentiellement par le tempérament, l'attitude qu'ils avaient vis-à-vis d'eux-mêmes et des autres que les groupes différaient. Les malades qui réagissaient étaient plus disposés à coopérer, moins critiques et soupçonneux que les autres. Ils ne donnaient pas de peine aux infirmières et trouvaient que les soins de l'hôpital étaient tout simplement merveilleux. Mais bien mieux disposés à l'égard des autres, ils étaient généralement beaucoup plus inquiets de leur état de santé personnel. Sous l'effet de l'attention, cette anxiété tendait à se traduire par divers symptômes psychosomatiques tels qu'indigestion, diarrhée et maux de tête. Malgré leur inquiétude, ou à cause d'elle, la plupart de ceux qui réagissaient au placebo faisaient montre de moins de retenue dans les manifestations de leurs émotions et parlaient davantage. Ils étaient aussi beaucoup plus religieux, prenaient une part beaucoup plus active à la vie de leur église et se préoccupaient beaucoup plus au niveau du subconscient de leurs organes pelviens et abdominaux. Page 127. Toutes les données disponibles invitent à conclure que dans la vie des individus et des sociétés, l'hérédité n'a pas moins d'importance que la culture. Chaque être est biologiquement unique et différent de tous les autres. Par conséquent, la liberté est un grand bien, la tolérance une grande vertu et l'embrigadement un grand malheur. Pour des raisons pratiques et théoriques, les dictateurs, les organisateurs et certains savants sont désireux de réduire l'exaspérante diversité de la nature humaine à un genre d'uniformité plus maniable. Page 134. Des conséquences, à peine moins fâcheuses, risque bien de survivre à l'adoption généralisée d'une morale sociale qui repose sur l'idée fausse que notre espèce est essentiellement sociable, que les enfants des hommes naissent semblables les uns aux autres et que les individus sont le produit du milieu collectif. Si ce point de vue est exact, si les humains étaient vraiment les membres d'une espèce faite pour la vie de société, si leurs différences individuelles étaient minimes et faciles à effacer complètement par un conditionnement approprié, alors de toute évidence, il n'y aurait pas besoin de liberté et l'État aurait raison de persécuter les hérétiques qui la réclameraient. Page 145. En même temps, il nous faut augmenter le plus vite possible la production de denrées alimentaires, instituer et mettre à exécution un plan mondial pour la conservation des sols et des forêts. Page 152, qui peut être mis en relation avec la métaphore des oiseaux qui perdent le goût de la liberté. Si le pain leur est fourni régulièrement et en abondance 3 fois par jour, beaucoup d'entre eux se contenteront fort bien de vivre de pain seulement, ou de pain et de cirque. En fin de compte, dit le grand inquisiteur dans la parabole de Dostoïevski, ils déposeront leur liberté à nos pieds et nous diront « Faites de nous vos esclaves, mais nourrissez-nous ». On en vient au deuxième ouvrage, celui de George Orwell, 1984, qui a été publié en 1949. Il y a beaucoup de pages intéressantes dans ce livre, mais nous, on va se pencher donc sur celles qui vont suivre. Page 222-223. Il pensa au téléécran et à son oreille toujours ouverte. Il pouvait vous espionner nuit et jour, mais si l'on ne perdait pas la tête, on pouvait les déjouer. Malgré toute leur intelligence, ils ne s'étaient jamais rendus maîtres du secret qui permettrait de découvrir ce que pense un autre homme. Peut-être cela était-il moins vrai quand on se trouvait entre leurs mains. On ne savait pas ce qui se passait au ministère de l'amour, mais on pouvait le deviner. Torture, drogue, enregistrement des réactions nerveuses par des appareils sensibles, usure graduelle de la résistance par le manque de sommeil, la solitude et les interrogatoires continuels. Les faits, en tout cas, ne pouvaient être dissimulés. Ils étaient découverts par des enquêtes, on vous en arrachait l'aveu par la torture. Mais si le but poursuivi était, non de rester vivant mais de rester humain, qu'importait en fin de compte la découverte des faits, on ne pouvait changer les sentiments. Même soi-même, on ne pouvait pas les changer, l'eût-on désiré.
Le parti pouvait mettre à nu les plus petits détails de tout ce que l'on avait dit ou pensé, mais les profondeurs de votre cœur, dont les mouvements étaient mystérieux, même pour vous, demeuraient inviolables. On peut faire le lien entre ce petit passage et le programme MKUltra. Page 257-258. Les deux buts du parti sont de conquérir toute la surface de la Terre et d'éteindre une fois pour toutes les possibilités d'une pensée indépendante. Il y a, en conséquence, deux grands problèmes que le parti a la charge de résoudre. L'un est de découvrir, contre sa volonté, ce que pense un autre être humain. L'autre est le moyen de tuer plusieurs centaines de millions de gens en quelques secondes sans qu'ils en soient avertis. Dans la mesure où on continue la recherche scientifique, cela est son principal objet. Le savant d'aujourd'hui est soit une mixture de psychologue et d'inquisiteur qui étudie avec extraordinaire minutie la signification des expressions du visage, des gestes, des tons de la voix, et expérimente les effets pour l'obtention de la vérité des drogues, des chocs thérapeutiques, de l'hypnose, de la torture physique, soit un chimiste, un physicien ou un biologiste, intéressé seulement par les branches de sa spécialité qui se rapportent à la suppression de la vie. Quelques-uns s'occupent d'établir les plans des guerres futures, d'autres inventent des bombes fusées de plus en plus grosses, d'explosifs de plus en plus puissants, des blindages de plus en plus impénétrables, d'autres cherchent des gaz nouveaux et plus mortels ou des poisons solubles que l'on pourrait produire en quantité suffisante pour détruire la végétation de continents entiers, ou encore des espèces de germes de maladies immunisés contre tous les antidotes possibles. D'autres travaillent à la fabrication d'un véhicule qui pourrait circuler sous la terre comme un sous-marin sous l'eau, ou pour construire un aéroplane aussi indépendant de sa base qu'un navire à voile. D'autres explorent les possibilités, même les plus lointaines, comme de concentrer les rayons du soleil à travers des lentilles suspendues à des milliers de kilomètres dans l'espace, ou bien de produire des tremblements de terre artificiels ou des raz-de-marée, en agissant sur la chaleur du centre de la Terre. Mais aucun de ces projets n'approche jamais de la réalisation, aucun des trois super-États ne gagne jamais sur les autres une avance significative. Page 346. Aucun livre n'est l'œuvre d'un seul individu comme vous le savez. Page 353. Le progrès dans notre monde sera le progrès vers plus de souffrance. L'ancienne civilisation prétendait être fondée sur l'amour et la justice, la nôtre est fondée sur la haine. Dans notre monde, il n'y aura pas d'autre émotion que la crainte, la rage, le triomphe et l'humiliation. Nous détruirons tout le reste, tout. Nous écrasons déjà les habitudes de pensée qui ont survécu à la Révolution. Nous avons coupé les liens entre l'enfant et les parents, entre l'homme et l'homme, entre l'homme et la femme. Personne n'ose plus se fier à une femme, un enfant ou un ami, mais plus tard, il n'y aura ni femme ni ami. Les enfants seront à leur naissance enlevés aux mères comme on enlève leurs œufs aux poules. L'instinct sexuel sera extirpé. La procréation sera une formalité annuelle comme le renouvellement de la carte d'alimentation. Nous abolirons l'orgasme. Nos neurologistes y travaillent actuellement. Il n'y aura plus d'amour que l'amour éprouvé pour Big Brother. Il n'y aura plus de rire que le rire triomphe provoqué par la défaite d'un ennemi. Il n'y aura ni art, ni littérature, ni science. Quand nous serons tout puissants, nous n'aurons plus besoin de science. Il n'y aura aucune distinction entre la beauté et la laideur. Il n'y aura ni curiosité, ni joie de vivre. Tous les plaisirs de l'émulation seront détruits, mais il y aura toujours, ne l'oubliez pas, cela Winston, il y aura l'ivresse toujours croissante du pouvoir qui s'affinera de plus en plus. Il y aura toujours, à chaque instant, le frisson de la victoire, la sensation de piétiner un ennemi impuissant. Si vous désirez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain, éternellement. Dans ce passage, on voit qu'il nous parle justement du lien qui est coupé entre l'enfant et les parents, et dans le monde actuel, on voit que l'État essaie de récupérer justement le contrôle sur les enfants. On voit aussi que les enfants seront enlevés à la naissance, donc enlevés aux mères. Là, ça peut nous faire penser à la GPA, donc la gestation pour autrui, avec bien entendu des gènes modifiés en laboratoire qui seront directement implantés au niveau donc, de l'embryon. Et après, il nous parle aussi donc, de l'instinct sexuel extirpé finalement, où au lieu de faire l'amour pour procréer, à la place c'est du sexe, c'est remplacé par du sexe. Et également il nous dit comme le renouvellement de la carte d'alimentation. Donc là c'est pareil, en gros petit à petit avec le nouvel ordre mondial, on arrivera à un revenu universel parce que les emplois seront robotisés et automatisés. Et après le revenu universel, on nous expliquera que c'est la crise ou je ne sais quoi encore, pour mettre en place comme en temps de guerre finalement une carte d'alimentation. Donc c'est-à-dire qu'avec des points, tu as le droit d'aller t'alimenter, etc. En gros il faut faire partie du système pour continuer à pouvoir manger. Au début aussi, il y a un passage important, page 28. Le visage de Big Brother disparut ensuite et, à sa place, les trois slogans du parti s'inscrivirent en grosses majuscules. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. À la fin, on a un bon passage aussi sur le personnage principal qui se retrouve enfermé et qui va collaborer pour un peu de confort. Donc ce livre aborde également la collaboration pour un peu de confort personnel, la traîtrise d'une personne envers des inconnus mais aussi envers son entourage, faisant comprendre que peu de personnes sont réellement de la résistance au point de se sacrifier eux-mêmes pour tenter de sauver les autres.
Aujourd'hui, nous sommes la dernière génération à pouvoir s'apercevoir donc de la disparition de la liberté parce que nous avons vécu et nous avons connu cette liberté-là. Mais demain, le fichage, la fin de la vie privée seront vus comme un ami de la liberté finalement. Dans l'extrait, page 353, il nous est dit qu'il n'y aura plus de distinction entre le beau et le laid, car les humains de demain seront certainement nés par GPA ou par clonage, donc ils seront modifiés en laboratoire pour être, on va dire, le plus proche possible de la perfection. Et tous ceux qui ne seront pas conformes à la société seront mis de côté ou tout simplement sacrifiés. On arrive maintenant au meilleur des mondes, le troisième ouvrage, qui a été écrit en 1931 par Aldous Huxley et qui a été publié en 1932. Épigraphe. Cet ouvrage a été publié en langue anglaise sous le titre Brave New World, avec l'épigraphe suivant en français. Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois, et nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive ? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il. Un siècle où les intellectuels et les classes cultivées rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Nicolas Berdyaev. Page 12-13. La science et la technologie seraient utilisées comme si, tel le repos dominical, elles avaient été faites pour l'homme. Et non, comme il en est à présent et comme il en sera encore davantage dans le meilleur des mondes, comme si l'homme devait être adapté et asservi à elles. Mais le meilleur des mondes est un livre sur l'avenir, et quelles qu'en soient les qualités artistiques, un livre sur l'avenir ne peut nous intéresser que si ces professions ont l'apparence de choses dont la réalisation peut se concevoir. Page 14-15. La révolution véritable révolutionnaire se réalisera non pas dans le monde extérieur, mais dans l'âme et la chair des êtres humains. Vivant comme il l'a fait à une époque révolutionnaire, le marquis Sade s'est tout naturellement servi de cette théorie des révolutions afin de rationaliser son genre particulier de démence. Robespierre avait effectué le genre de révolution le plus superficiel, la politique. Pénétrant un peu plus profondément, Babeu avait tenté la révolution économique. Sade se considérait comme l'apôtre de la révolution véritablement révolutionnaire, au-delà de la simple politique et de l'économique, de la révolution des hommes, des femmes et des enfants individuels, dont le corps allait devenir désormais la propriété sexuelle commune de tous et dont l'esprit devait être purgé de toutes les connaissances naturelles, de toutes les inhibitions laborieuses acquises de la civilisation traditionnelle. Sade était un fou, et le but plus ou moins conscient de sa révolution était le chaos et la destruction universelle. Page 17. Un État totalitaire vraiment efficient serait celui dans lequel le tout-puissant comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs aurait la haute main sur une population d'esclaves qui serait inutile de contraindre, parce qu'ils auraient l'amour de leur servitude, la leur faire aimer. Telle est la tâche assignée dans les États totalitaires d'aujourd'hui au ministère de la propagande, aux rédacteurs en chef de journaux et aux maîtres d'école. Mais leurs méthodes sont encore plus grossières et non scientifiques. Donc ça fait des décennies que ce système est en place et on voit actuellement qu'il arrive à sa finalisation. Quand on voit par exemple que les rédacteurs en chef des journaux préparent la propagande, oui effectivement, on l'a vu notamment avec Emmanuel Macron, ou encore que les maîtres d'école finalement formatent, conditionnent les jeunes, on le voit encore une fois notamment avec l'éducation sexuelle, ou encore tout simplement le ministère de la propagande qui pourrait exister quand on a par exemple un État tout simplement qui nous dit qu'il n'y a pas de violence policière alors qu'il y en a, qu'il y a peu de manifestants dans les rues alors qu'il y a un moment il y en avait des milliers, que des choses comme ça finalement pour formater l'esprit des gens. Page 25. Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, les mots « Centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale » et dans un écusson, la devise de l'État mondial « Communauté, identité, stabilité ». Page 27-28. Il continua par un exposé sommaire de la technique de la conservation de l'ovaire excisé à l'état vivant en plein développement. Passa des considérations sur la température, la salinité, la viscosité optima, fit allusion à la liqueur dans laquelle on conserve les ovules détachés et venus à la maturité, et, menant ses élèves aux tables de travail, leur montra effectivement comment on retirait cette liqueur des tubes à essai, comment on la faisait tomber goutte à goutte sur les lames de verre pour les préparations microscopiques spécialement tchédées, comment les ovules qu'elles contenaient étaient examinés au point de vue des caractères anormaux, comptés et transférés dans un récipient poreux. Comment, et il les emmena alors voir cette opération, ce récipient était immergé dans un bouillon tiède contenant des spermatozoïdes qui y nageaient librement. À la cube, insista-t-il, et comment au bout de 10 examinés de nouveau, comment s'il y restait des ovules non fécondés, on l'immergeait une deuxième fois, et si c'était nécessaire une troisième. Comment les ovules fécondés retournaient aux couveuses, où les alpha et les bêta demeuraient jusqu'à leur mise en flacon définitive, tandis que les gamma, les delta et les epsilon en étaient extraits, au bout de 36 heures seulement, pour être soumis au procédé Bokanovski. Au procédé Bokanovski, répéta le directeur, et les étudiants soulignèrent ces mots dans leur calepin. Un œuf, un embryon, un adulte, c'est la normale, mais un œuf bolkavinifié,
a la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser, de 8 à 96 bourgeons, et chaque bourgeon deviendra un embryon parfaitement formé, et à chaque embryon, un adulte de taille complète. On fait ainsi pousser 96 êtres humains, là où il n'en poussait autrefois qu'un seul, le progrès. Donc là, par rapport à ce passage, on pourrait comparer ça au clonage des animaux qui ont eu lieu. Tous ont le même gène, et au final, face à un virus, toute la race peut être décimée en un coup. Page 41. Les travailleurs des tropiques commencent à subir des inoculations au mètre 150, expliqua M. Foster aux étudiants. Les embryons ont encore des branchies, comme les poissons. Nous immunisons les poissons contre les maladies de l'homme à venir. Dans ce passage, il parle d'immuniser les poissons contre les maladies à venir, un peu comme le chinois qui a modifié le gène d'un embryon pour que le bébé naisse immunisé contre le sida. Page 47. Les primes verts et les paysages, fit-il observer, ont un défaut grave. Ils sont gratuits. L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. On décida d'abolir l'amour de la nature, du moins parmi les basses classes. D'abolir l'amour de la nature, mais non point la tendance à consommer du transport. Car il était essentiel, bien entendu, qu'on continue à aller à la campagne, même si on avait cela en horreur. Le problème consistait à trouver à la consommation du transport une raison économiquement mieux fondée qu'une simple affection pour les primes verts et les paysages. Elle fut dûment découverte. Nous conditionnons les masses à détester la campagne, dit le directeur pour conclure, mais simultanément, nous les conditionnons à raffoler de tous les sports en plein air. En même temps, nous faisons le nécessaire pour que tous les sports de plein air entraînent l'emploi d'appareils compliqués, de sorte qu'on consomme des articles manufacturés aussi bien que du transport, d'où ces secousses électriques. Encore une fois, on peut voir qu'il avait une bonne vision du monde d'aujourd'hui. On voit que certains font des sports en plein air et qu'ils utilisent notamment des montres, enfin des objets connectés pour savoir leur fréquence cardiaque, le nombre de pas qu'ils ont fait. Dans les villes, le but sera par la suite de mettre en place donc, de grands jardins payants pour voir de la verdure, de la nature, des plantes, tout ça, ça deviendra payant. Page 49. En un mot, résuma le directeur, les parents étaient le père et la mère. Cette ordure, qui était en réalité de la science, tomba avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus se regarder. La mère, répéta-t-il très haut, pour faire pénétrer bien à fond la science, et se penchant en arrière sur sa chaise, ce sont là, dit-il gravement, des faits désagréables, je le sais. Mais aussi la plupart des faits historiques sont désagréables. Il revient au petit Ruben dans la chambre de qui, un soir par négligence, son père et sa mère avaient par hasard laissé en fonctionnement l'appareil de TSF. Car il faut se souvenir qu'en ces jours de grossière reproduction vivipare, les enfants étaient élevés par leurs parents et non dans des centres de conditionnement de l'État. Donc dans ce passage, on peut voir que par la suite, il y aura certainement des centres de conditionnement avec des cours spécialisés ou notamment peut-être le retour du service national, mais beaucoup plus jeune. C'est dès le primaire ou le collège. Page 61. Le directeur d'incubation et de conditionnement le regarda avec nervosité. Il courait des rumeurs étranges au sujet de vieux livres interdits, cachés dans un coffre-fort du bureau de l'administrateur, des bibles, de la poésie. Ford seul savait quoi. Donc là, on voit que les bibles sont interdites, donc la parole de Dieu est interdite dans ce New Age. Page 72. D'ailleurs, il m'a invité à aller avec lui dans l'une des réserves à sauvages. Les réserves à sauvages ont été créées et mis en place finalement pour mettre tous les opposants dedans, tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans le New Age, dans toutes ces technologies, finalement dans le transhumanisme, dans toutes ces évolutions par rapport à la modification des gènes, etc. Page 82. L'éthique et la philosophie de la sous-consommation. Comme j'aime à avoir des vêtements neufs, comme j'aime à avoir des vêtements neufs, comme j'aime... Absolument essentiel au temps de la sous-production, mais dans l'ère des machines et de la fixation de l'azote, véritable crime contre la société. C'est Henri qui m'en a fait cadeau. On coupa le sommet de toutes les croix pour en faire des thés. Il y avait aussi une chose appelée Dieu. C'est du véritable pseudo-marocain. À présent, nous avons l'État mondial, et les cérémonies du jour de Ford, et les chants en commun, et les offices de la solidarité. Dans ce court extrait où ils discutent, on peut voir que les croix des chrétiens ont été coupées pour en faire des thés finalement, qu'il y a également des cérémonies donc pour le jour de Ford, qui, on le verra finalement, c'est Morgana Rothschild, ça va arriver juste dans l'extrait d'après. On voit qu'il y a des chants en commun, des offices de solidarité, donc finalement c'est un État totalitariste avec sa propagande. Page 113. Bernard la regarda. Ford, c'était Morgana Rothschild. Page 137. 560 000 km² divisés en 4 sous-réserves distinctes, dont chacune est entourée d'une clôture treillage métallique à haute tension. Plus de 5000 km de clôture en treillage à 60 000 volts. Page 138. Toucher la clôture, c'est la mort instantanée, déclara solennellement le conservateur. Il n'y a pas moyen de s'évader d'une réserve à sauvages. Page 139. Vous me demandez combien il y a de gens qui vivent dans la réserve, et je réponds, triomphalement, que je n'en sais rien. Nous ne pouvons que hasarder un chiffre. Vraiment ? Oui, vraiment, ma chère demoiselle. 6 fois 24, non, 6 fois 36, ce serait plus près de la vérité. Bernard était pâle et tremblant d'impatience, mais l'exposé tonitruant continua. Environ 60 000 Indiens et métis
absolument sauvages, nos inspecteurs visitent de temps en temps. Et enfin pour terminer, je vous invite à lire le passage de la page 285 à 290 qui parle de Dieu et de la religion. D'autres moments sont importants, comme le conditionnement pendant les rêves pour travailler le subconscient ou encore la drogue soma pour rendre heureux les gens. Mais comme je l'ai abordé dans le retour au meilleur des mondes, du coup j'allais pas revenir dessus. On va terminer par les 2 derniers ouvrages. On va d'abord commencer par La Vague de Todd Strasser. La Vague, ça raconte l'histoire d'un professeur de lycée allemand, Rainer Wenger, qui face à la conviction de ses élèves qui explique qu'un régime autocratique ne pourrait plus voir le jour en Allemagne, décide de mettre en place une expérience sociale d'1 semaine dans le cadre d'un atelier. En reprenant chacun des attributs qui représentent une autocratie, plus précisément une dictature, on observe alors la mise en place d'une sorte de jeu de rôle grandeur nature, construite comme une communauté. La vague, c'est d'abord un symbole, puis un salut, donc un mouvement de la main imitant celle de la vague, et un uniforme, où ils doivent tous s'habiller de la même façon, donc avec une chemise blanche. Et là, beaucoup vont commencer à s'investir de plus en plus, se réunir en dehors des heures de cours et tout, pour organiser donc des actions, aller taguer, etc. Et au final, vont rentrer dans une sorte de communauté déviant de plus en plus dans l'extrême. Après, je pourrais continuer à vous raconter l'histoire, mais là où je veux en venir avec ce bouquin, finalement, avec cet ouvrage par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'il pourrait encore y avoir la mise en place d'un système dictatorial où les gens se réuniraient sous une bannière, sous un hymne, sous finalement un symbole, un salut, sous une sorte de psychologie des foules, comme l'avait dénoncé Gustave Le Bon dans son livre Psychologie des foules. Et là, je peux faire le lien directement avec le livre qui suit, donc le dernier ouvrage, qui est La ferme des animaux. La ferme des animaux, où finalement on a un mouvement de résistance des animaux contre leurs propriétaires humains, qui va se mettre en place, mais de jour en jour, les lois qu'ils vont réécrire vont être modifiées, le pouvoir va être pris par une minorité. Donc là, dans cet ouvrage-là, c'est les cochons qui prennent le pouvoir. En manifestation, on pourrait voir exactement la même chose. La psychologie des foules agit pareil, avec des faux leaders qui ont été instaurés. Et comme en 1789 et dans d'autres manifestations, mais surtout 1789, révolution, où on a le peuple, donc la population qui est devant, qui fait la révolution, et derrière les francs-maçons qui récupèrent les institutions. Et bien là, c'est exactement la même chose qui est décrit dans tous ces ouvrages. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura amené pas mal d'éléments, ou même d'idées en tête. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des réflexions par rapport à ça. Et bon, je vous invite à lire tous ces ouvrages-là qui coûtent pas si cher que ça et que vous pouvez vous procurer dans des petites librairies ou dans des boutiques comme la Fnac et tout. N'hésitez pas à lâcher un pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est du soutien. Un commentaire si vous avez donc des arguments à amener, si vous êtes contre ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord, si vous avez des réflexions. Également, restez connectés à la chaîne parce qu'il y a de plus en plus de vidéos qui vont arriver, mais aussi des lives qui commencent à arriver. Donc là, j'ai d'abord été sur les chaînes de PomPom, Alixator. Je vais également lancer des lives sur ma chaîne, tout en continuant à participer donc aux lives de Alixator et de PomPom, et de Revo Rébellion quand je pourrai.